Bonjour à tous, merci d'être venus. Excusez-nous pour le retard. Du coup, nous, on va vous parler de gestion d'état dans une single page application. Vous remarquerez qu'on a réussi à mettre 3 buzzwords dans un titre de talk. Malgré les apparences, ce qu'on va faire, c'est pas du hype driven development, c'est vraiment des choses qui vont servir dans la vraie vie. Je me présente, je m'appelle Antoine Sélier, je suis développeur et formateur chez Zenica et je bosse à Nantes. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Vétous et je suis également consultant développeur et formateur à Zenica, Nantes. Alors, la raison de ce talk, si aujourd'hui vous voulez monter une application front et que vous cherchez un petit peu sur Internet les technologies qui existent, vous allez certainement tomber sur ces 3 technos-là, à savoir Vue.js, Angular et React. Ici, on ne va pas débattre de quelle est la techno la meilleure. Par contre, on peut dire facilement que ces 3 technos elles permettent la gestion de composants. Ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aujourd'hui comment on fait pour gérer les états de notre application. Ouais. Du coup, pour notre cas, nous on va utiliser Angular. Alors là, ce dont on va vous parler, c'est vraiment un retour d'expérience qu'on a eu avec Thomas. On a bossé tous les deux sur un projet. Et au départ, ok, très bien, on avait Angular. On avait quelques états à gérer, donc on l'a fait un peu au feeling, pour pas dire à l'arrache, concrètement. Du coup, c'était cool, parce que ça fonctionnait. Et on est arrivé à un moment où ça commençait un peu à devenir le bordel. On avait des états dans des services, dans des composants. Et on s'est dit, ok, faut qu'on se pose et il faut qu'on cadre tout ça. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit, un changement d'état, il intervient quand il y a un événement, en fait. Du coup, nous, on a entendu dire qu'avec Angular, ce qui était beaucoup utilisé pour la gestion d'événements, c'était les observables, et c'est notamment RxJS. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas utiliser RxJS pour gérer nos états. Alors, juste un petit rappel sur React.js, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une implémentation de l'API ReactiveX avec JavaScript. Et qu'est-ce que c'est ReactiveX? Du coup, en fait, ReactiveX, c'est une API qui prend le meilleur des mondes, des patterns observers et itérateurs, et de la programmation fonctionnelle pour fournir donc une API qui va nous permettre de faire des traitements synchrones et asynchrones sous forme de flux. Et ça de manière très simple. Ça nous permet aussi également d'opérateurs assez puissants qui vont nous permettre de réaliser des opérations en fait plus simples. Ouais, alors voilà, je ne veux pas me connecter au Wi-Fi. Hop, alors, du coup avec Thomas, nous on avait déjà entendu parler du pattern observable à l'école, etc. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vraiment mis en pratique, ou alors on l'utilisait mais on s'en rendait pas compte. Et mine de rien, la courbe d'apprentissage n'est pas si simple à gravir que ça. Du coup on va reposer les bases avec vous. Un pattern observable, ça part déjà d'un observer. Du coup, dans un observer, on va avoir 3 callbacks. Une première callback onNext qui va être appelée quand on va recevoir un événement. Donc on va avoir cet événement en paramètre et nous, on va décider de le console loguer. OnError qui va être exécuté quand on va avoir une erreur sur notre flux d'événements. Et onCompleted, c'est le callback qui va être appelé une fois que l'intégralité de mes événements de mon observable ont été appelés. Donc là, on a notre observer. Côté observable, donc l'observable va prendre une callback en paramètre et dans la paramètre de cette callback, on va avoir l'observer. L'observer, on va pouvoir lui passer des événements. Donc en l'occurrence, là, les événements qu'on lui passe grâce à la méthode next, c'est une chaîne de caractères. On peut tout lui passer, des objets, d'autres observables, pourquoi pas. Un deuxième événement, on va lui passer BDX.io. Donc là, on va avoir notre observable. On va pouvoir s'abonner à cet observable en lui passant l'observer qu'on a déclaré auparavant. Et comment ça va se cheminer quand on va s'abonner? On va s'abonner aux événements qu'on lui a passés. Dans un premier temps, on va recevoir Hello, qui va exécuter la callback onNext de notre observer. Dans un deuxième temps, BDX.io. Et enfin, l'intégralité de nos événements ont été reçus. Du coup, on va exécuter la callback onCompleted. Du coup, si on regarde, ça c'est sympa, c'est la théorie. Et maintenant, on voudrait voir comment ça marche en vrai, dans la vraie vie. Alors ici, on va voir deux codes. On a le code Panzani, le code de Spaghetti, qu'on a ici donc, à gauche, qui ici donc, prend donc, une liste d'ID, donc 1, 2, 3, 4. On va boucler sur cette chaîne, ensuite on va faire un appel à une API, et ensuite on va filtrer les résultats de cette API. Là, nous, ce qu'on va montrer, c'est qu'avec RxJS, en fait, avec la forme de flux, c'est beaucoup plus visible. Là, en fait, si on regarde ce qu'on a à gauche, on va avoir un enchaînement de blocs qui vont commencer à s'enchaîner, et ça ne saurait plus être maintenable au final.
Là, avec RxJS, on va avoir un code plus flat. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, on fait un observable from 1, 2, 3, 4. Donc, si on compare avec ce qu'on avait tout à l'heure, on a en fait juste un new observable avec des next qu'on va faire sur 1, 2, 3, 4. En fait, on est en train d'envoyer des événements. C'est juste ça. Puis ensuite, on va faire notre appel à l'API. Puis enfin, on va filtrer la donnée. Et enfin, la dernière étape, faire un subscribe qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, dans le subscribe, on a notre observeur qui est ici donc un console log. Et c'est ni plus ni moins ce qu'on a vu en fait avec les observables de tout à l'heure. Ok. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure qu'Angular gérait ces événements avec RxJS. Et en fait, quelques parties de l'API d'Angular, derrière, c'est du RxJS. Donc on utilise des observables pour manager notre application. Notamment pour les formulaires. On va pouvoir observer un champ de notre formulaire, par exemple, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur, on va recevoir un nouvel événement. Pour le routage, c'est pareil. On va observer le changement de route dans notre routeur, et l'événement qu'on va recevoir, c'est la nouvelle route qui a été invoquée. Et pour HTTP, donc on vous a mis un exemple ici. Du coup, on importe le service HTTP, on va l'injecter dans notre composant, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un get vers une API, et on va s'abonner à cet événement. On va s'abonner à cet observable en fait. L'observable, il va faire quoi? Il va faire un appel à l'API, et l'événement qui va nous retourner, c'est la donnée que le serveur nous renvoie. Alors ça, c'est une petite différence avec AngularJS. Avec AngularJS, c'était géré avec des promesses. Donc on faisait un point zen et on récupérait ce qu'on voulait. Dans Angular, c'est géré qu'avec les observables. Alors, on va faire une démo d'une application qu'on a codée où on a géré nos états uniquement avec RxJS. Et à travers des slides, on va vous montrer comment on a géré ces états. Du coup, ici, c'est juste une petite application qui va lister à partir d'une API publique des séries. Donc là, on a les 10 premières séries qu'on a récupérées depuis cette API. Puis on va avoir un champ recherche ici qui va nous permettre d'aller filtrer les séries. Bon, ce qu'il faut voir ici, c'est quand on recherche en fait un élément, on fait un appel encore à l'API pour avoir un filtre dessus. C'est tout. Hop, j'entends. Alors, pour faire ça, du coup, on va avoir un service qui va aller récupérer cette liste de séries. Comme je vous ai montré auparavant, on fait un get, on fait une map pour filtrer, pourquoi pas les données qu'on reçoit. Et ce qu'on va faire ici, dans cette méthode getSeries, c'est qu'on ne va pas retourner directement nos résultats, on va retourner un observable. Côté composant, comment ça se passe? En haut, vous avez notre template et en bas, la classe component. Du coup, on va afficher autant de composants série card qu'on a de séries. Ok Google. Ok Google, envoie un message à maman. Du coup, dans le ONG onInit, en fait, on a une variable vis.series qu'on va affecter à un observable. Donc, series, ça va être un observable, donc on ne va pas pouvoir tout de suite l'exploiter dans le template. Pour l'exploiter, en Angular, on a un truc un peu magique. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je suis un peu mitigé, mais bon, on l'a mis. C'est en gros la pipe A5. Et en fait, de manière transparente, la propriété série, qui est un observable, il y a une fuite d'eau, elle va être. En fait, on va s'abonner à cet observable. On va récupérer data, et data va être affecté directement à series. Donc, on va pouvoir itérer sur series et afficher ça directement dans le template. Pour navbar, donc Thomas nous a montré un champ de recherche en haut. Donc on va écouter l'événement refresh series qui va exécuter filter series. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaffecter getSeries avec les termes de notre recherche à vis.series. C'est bien sympa, ça a l'air de fonctionner. Mais en fait, on peut souligner un petit souci, c'est qu'en fait, ici, on fait deux fois sur un subscribe. En soi, c'est pas très très grave. Mais ce qui est plus grave, en fait, et nous, ça nous a gêné, on affecte deux fois this series. Et si on regarde dans notre component, juste en haut, dans le template plutôt, en fait, c'est un input de notre composant série card. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, la référence va changer. Et du coup, on va à chaque fois recharger, à chaque fois qu'on va filtrer ou une donnée ou quelque chose, on va recharger le composant. Donc là, je vais vous demander d'avoir une imagination absolument incroyable, puisqu'on n'a pas pu charger la démo qu'on a voulu, normalement.
ici, quand j'aurais dû filtrer la data, j'aurais dû avoir un clignement assez vénère. Bon, sinon, vous fermez les yeux puis vous les ouvrez. Puis... Et pas ici, parce qu'on a déjà réglé le problème. Mais on ne peut pas récupérer l'ancienne version, parce qu'on a eu un petit problème technique. Du coup, voilà. Le deuxième souci qu'on a ici et qu'on ne va pas pouvoir le voir également, c'est que si vous avez dans votre vue deux composants qui veulent afficher la même donnée, par exemple ici les séries, et que dans un composant, les deux vont faire appel à l'API, vous pouvez avoir un composant qui va, mettons, pouler deux séries et l'autre trois. Donc vous allez avoir un décalage sur les états. C'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, l'idée, ce serait ici de se dire, et si on montait l'état dans le service? Nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc on s'est dit, on va monter tous nos états maintenant dans le service au-dessus. Et pour le faire, on va céder ce qu'on appelle les subjects. Vous savez ce que c'est ou pas? Quelqu'un a déjà entendu parler connaît subject en RxJS? Génial. Alors, les sujets dans RxJS, ça correspond à des observeurs qui sont à la fois observables. Et pour faire plus simple, ce sont donc des éléments qui vont pouvoir à la fois recevoir des événements et à la fois en envoyer. Alors comment on va les utiliser dans notre service maintenant, puisque c'est là où on va monter notre état, les séries. Eh bien, avec les séries, on va dire c'est un nouveau sujet. Ce sujet, on va l'abonner. Donc là, il va être ce qu'on appelle observer. Et on va lui dire, voilà, tu vas recevoir maintenant toutes les séries depuis l'API. Ces séries depuis l'API, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va faire un next dessus. Et dans ce cas-là, en fait, on va les envoyer. Donc là, on va passer en mode observable. Et notre sujet, tous ceux qui seront abonnés à notre sujet vont pouvoir recevoir les séries. C'est quoi la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Eh bien, en fait, on va injecter des séries à notre sujet. Si vous voulez, on ne va pas réaffecter séries à chaque fois. Donc si on prend notre composant, ici, on retrouve aussi series, mais cette fois-ci, on prend l'observable. On ne prend qu'une fois et on laisse le sujet se remplir avec l'API. C'est ce qui est réalisé quand nous, on va faire les load series et le load series aussi en dessus quand on va filtrer. Ça va nous permettre en fait d'injecter dans le sujet vraiment des séries. Et pas changer de référence aussi la propriété vis.series. Donc on n'aura plus le petit blink. Donc on va pas refaire la démo, mais là normalement, si vous regardez maintenant la démo, vous n'avez plus le blink parce qu'on est en train de réinjecter des séries. Ok. Du coup, on va se retrouver avec ce style d'architecture parce qu'un service en Angular, c'est par défaut, c'est un singleton qui s'instancie quand on instancie la SPA. Et là, on n'a que des séries. Bon, ça va. Mais quand on commence à avoir beaucoup d'états, on va se retrouver avec un bordel comme ça où on a plein de services stateful qui communiquent entre eux et aussi avec les composants. Et je vais reprendre une citation d'un cher collègue, qui est Mathieu Lux, qui a fait un talk à Devoxx 2016 sur Redux, et qui dit que des singletons stateful ne constituent pas une architecture pérenne. Du coup, la solution, c'est d'attaquer l'étoile de la mort. Non, plus sérieusement, c'est de faire un seul service stateful. Donc en gros, nos subjects qu'on mettait dans nos séries, services, etc., là, on va tous les mettre dans un service. Et nos composants vont s'abonner à ces subjects, donc ils vont observer les changements de ces subjects. Et nos services stateless vont contenir notre métier, nos appels à nos API, et vont mettre à jour le store. Pourquoi pas? Eh bien, il va falloir avoir une imagination, parce que ça ne va pas marcher. Alors du coup, pour vous montrer du code avec un service stateful, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un état série, donc notre liste de séries ici, et un état casting. Qui ne fonctionnera pas sur cette version. Ouais. Voilà. On va imaginer qu'il y a des Imaginez que vous avez acteurs. la liste de casting qui partent en dessous. Nous sommes désolés. Tac. Alors, un service stateful, il va ressembler à quoi? Il va ressembler à ça. Donc, on va déclarer nos castings, donc qui est un subject. On va déclarer nos séries, qui est aussi un subject. Et on va avoir deux getters pour casting et série. On va retourner nos subjects en tant qu'observables pour que les composants puissent observer ces états. Côté composants, avant on allait rechercher get series dans series service. Ici, on va tout aller rechercher dans stateful service. Et on va charger nos données à partir des méthodes de nos services stateless. Alors du coup, Thomas, petite conclusion après de cette architecture fait maison. Ça règle pas mal de nos problèmes. On va dire solution pas mal. On a un peu cadré notre gestion d'état. On a tout foutu dans un service. Ok, très bien.
Seul inconvénient, peut-être, c'est qu'on peut avoir ça de subject pour une application. Donc, ça va pas être terrible. Et quand on regarde d'un peu plus près, on verra un peu plus tout à l'heure ce que ça donne. Mais on a un peu des parallèles avec Redux. Par exemple, notre service Stateful, ça ressemble un peu à un store. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas essayer Redux? Redux, on en a souvent entendu parler avec React. On a tapé Redux Angular sur Google, on a trouvé qu'il y avait des solutions pour gérer nos états dans notre application Angular avec du Redux. Donc c'est parti pour Redux. Alors, est-ce que des gens connaissent Redux ici? Quand même, ça fait plaisir. Alors, on va quand même redéfinir un petit peu ce que c'est Redux. Donc, nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Hein. Quand on a commencé, on allait chercher sur Internet. Et bon, on est tombé sur cette définition-là. Redux, c'est un conteneur d'état prédictible pour les applications JavaScript. Bon. Pourquoi on parle de conteneur d'état? Parce qu'on va avoir un store qui va nous permettre de stocker tous les états de notre application. Et pourquoi on parle de prédictible? Parce qu'on va pouvoir réaliser des actions sur ce store, et toutes ces actions seront rejouables, et de la façon identique. Donc ces actions sont prédictibles. Si on regarde un petit peu cette mécanique, donc ici on a fait un super schéma, vous avez un store, et vous avez des componentes. Vos componentes vont avoir des propriétés, donc là c'est le petit œil. Et pour initialiser ces propriétés, on va les prendre à partir du store. À un moment, vous allez vouloir modifier ces états qui sont dans le store et vous allez avoir réaliser des actions. Donc il va y avoir des choses réalisées par l'utilisateur. Et ces choses vont déclencher des actions qui vont être directement envoyées dans le store. Dans ce store, il va falloir interpréter ces actions. Et comment? Eh bien, via ce qu'on appelle un reducer. Donc les reducers, c'est, on va dire, une fonction, une grosse fonction. On va voir ça tout à l'heure. C'est une grosse fonction qui a pour objectif de créer un nouvel état. Pour créer ce nouvel état, en fait, le reducer va avoir besoin quand même de deux choses. Qu'est-ce que je dois faire, mais avec quelles données de base? Et ces données de base, on va les récupérer d'où? À partir du store, en fait, de l'état. Donc on va prendre l'état courant et l'action, et à partir de là, on va générer un nouvel état. Ce nouvel état va remplacer, voire mettre à jour les états contenus dans le store. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, toutes les propriétés qui sont en train d'écouter les états qui étaient dans notre store vont être triguées et vont être mises à jour. Ça va redater nos vues et les mettre à jour. Donc ça, c'est la mécanique de base. Si on s'intéresse maintenant un peu plus au reducer, qu'est-ce que c'est en fait? Eh ben, faut d'abord comprendre ce que c'est la fonction reduce. Sans blague. Alors, qu'est-ce que la fonction reduce? Si on prend le tableau qui est en dessous, là, 1, 2, 2, et que j'applique dessus la fonction reduce, eh bien, on prend deux paramètres. Le premier, ça va être un callback, donc ici ça va être sum, c'est une fonction, et le second, ça va être la valeur initiale. Le callback, lui, va prendre deux paramètres. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'agrégator, en fait, qui va cumuler la donnée, puis la seconde valeur va être la valeur courante qui est en train d'être traitée dans le tableau. Donc si je prends l'exemple de la somme ici, on va voir au début avec total à 1, et on va faire plus la valeur donc initiale 0, donc total plutôt 0, plus la valeur à 1. Et ensuite, on va avoir 1 plus 2, etc. Et donc on va avoir 5 au final. Et là, vous allez me dire, à quoi ça a rapport avec Redux? Et en fait, ça marche à l'identique. Ici, à la place d'avoir un tableau avec juste des petites valeurs 1, 2, 2, on va avoir un tableau avec des actions. Ces actions, qu'est-ce que ça va être? Donc là, prenons un exemple de classique, une application to-do's. Donc mettons une application qui va juste stocker des notes. Et ici, on va avoir des actions de type add to-do's avec un payload. Et ce payload, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le to-do's en question. Ensuite, on va réaliser sur ce tableau, on va utiliser un reduce avec to-do's. Donc alors, c'est la fonction qui va juste apparaître après, et une valeur initiale qui est un tableau vide. Et ensuite, notre fonction toDo's qui a donc en deux paramètres, all toDo's qui est notre agrégateur, donc qui est initialisé avec un tableau vide, puis l'action courante. Cette action courante, donc on les a en haut. Donc dans un premier temps, on va avoir add toDo, qui va faire quoi? Qui va concaténer donc dans notre tableau la valeur. Donc on va ajouter un premier toDo's et un deuxième toDo's. L'action reduce au final va donner un résultat qui correspond à un tableau avec nos deux toDo's. Juste pour reprendre, en fait, l'idée dans ça, c'est on a des actions. À partir de ces actions, on prend un état initial, on prend un nouvel état qui se trouve dans l'action, on merge tout ça et on régénère un nouvel état dans notre store. Donc là, Thomas, tu nous as présenté l'implémentation concrètement d'un reducer, d'un store classique. Nous, on veut toujours utiliser des observables.
Du coup, nos actions, bah, ça va être un flux d'événements. Donc là, on va avoir deux événements, deux actions, Hello et BDXIO, toujours en add to do. Et on va pas utiliser la méthode reduce, parce qu'en fait, avec reduce, on a juste l'état final suite à un flux d'événements. On va utiliser la méthode scan. La méthode scan, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous donner des états intermédiaires. Et en fait, dans une application, dans la vraie vie, c'est ce qu'on veut. On a un clic utilisateur, ça va changer un autre état. On a un deuxième clic utilisateur, ça va changer un deuxième état. Et après, on va avoir un état final. Mais on veut des états à l'instant T. On veut des intermédiaires. On veut qu'ils s'affichent à l'écran. Et en fait, la méthode de scan, elle va faire ça. Donc on va s'abonner à ce action.scan. Et on voit bien qu'en retour, on va avoir notre premier état intermédiaire plus notre état final. Et en fait, là, cette implémentation, c'est ce qui est utilisé par une librairie pour faire du Angular avec Redux, qui s'appelle NGRX Store. C'est un peu la version simplifiée, mais dans l'idée, ça reste ça. Un petit mot sur NGRX, c'est un ensemble de librairies pour faire un ensemble de librairies réactives pour Angular. Et il y a une partie store, justement, pour gérer des états dans une application Angular avec des observables. Du coup, pour notre application de série, c'est ce qu'on va utiliser. Juste un passage. Du coup, si on reprend la mécanique de tout à l'heure et qu'on prend les concepts qu'on a vus avec NGRX, eh bien, les actions ici qu'on a, ça va pas être juste des actions, ça va être en fait une classe avec un type et un payload. Ce qu'on va réaliser avec ces actions, c'est ce qu'on appelle un dispatch. Donc ça, c'est vraiment le nom de l'action, qui est le nom de la méthode qui est utilisée derrière. On dispatch des actions. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le reducer, en haut, et ben en fait, c'est ni plus ni moins un action scan qui prend deux paramètres, donc le reducer et notre état courant. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ici dans notre application. Si on regarde un petit peu maintenant le parallèle par rapport à notre architecture maison, en fait, ici, au moment où nous, on affectait les séries, en fait, on va initialiser les valeurs à partir du store. Donc là, en fait, on est juste en train de récupérer les valeurs du store. Nous, c'est là l'objectif qu'on va viser. Et à chaque fois qu'on voulait interagir sur les valeurs qui étaient déjà dans le store, qu'est-ce que ça va être au final? Et ben, ça va être là, on va dispatcher notre action. Là, c'est pas du NGRX, hein. C'est pour vous montrer le parallèle de ce qu'on a fait et de la méthode. Ça, c'est vraiment notre architecture maison. Du coup, maintenant, on va voir comment on va l'implémenter avec NGRX. Dans un premier temps, de manière synchrone. Pourquoi? On le verra après. Mais c'est-à-dire que les variables qu'on va utiliser ne font pas appel à l'API publique. C'est une variable qu'on va avoir directement dans notre code qui contient déjà tous les films. C'est de manière synchrone pour l'instant. Ok. Alors, dans un premier temps, on va définir nos actions. Pourquoi? Les actions qu'on va définir ici vont avoir un identifiant qui vont être uniques. Ces actions, c'est des objets pris de NGRX Store. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond juste à une interface avec un type. Ce type qu'on va lui donner va permettre d'identifier une action de façon unique. Ensuite, on va définir le type des actions qu'on a. Donc ici, on va avoir get5série. Donc ça va être l'action d'aller récupérer de manière synchrone nos séries. Et le type qu'on va lui définir, c'est cette chaîne de caractères. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Ensuite, on va définir notre reducer. Donc notre reducer, on va avoir un état. Cet état va être typé de la manière suivante. Donc qu'est-ce qu'on attend? Ça va être une liste qui sera contenue dans les séries. Puis on a une recherche qui est une chaîne de caractères. Puis ensuite, notre reducer. Donc là, c'est vraiment exactement les réducers qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, la méthode reduce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, en premier paramètre, on va avoir un agrégateur qui est state. Initial state, ça va être la valeur initiale entrée. Donc là, ça correspond juste en fait à un objet de type series state avec un tableau vide et une chaîne de caractères vide. Puis enfin, l'action à traiter au moment T où l'événement va arriver. Cette action va passer dans un switch sur lequel on va typer, on va voir quel type elle a. Donc ici, on s'attend à ce que ce soit un get5. Et ensuite, on va retourner un nouvel état. Donc ce nouvel état, ça sera l'état courant. Donc là, on fait une copie, c'est avec le spread opérateur. Plus, on surcharge série et on lui met all series. Donc là, all series, ça correspond à notre variable où dedans, on a déjà toutes les séries. C'est pour ça qu'on est en synchrone. On ne va pas vous montrer ce qu'on fait avec la recherche. On va juste se focus sur les séries. Et enfin, il faut déclarer un selector.
Donc les selectors, c'est une notion qui peut paraître compliquée, mais qui l'est pas vraiment. Les selectors correspondent à des éléments qui vont nous permettre de sélectionner une partie de notre store. On a deux éléments possibles à selector. On a ce qu'on appelle les features selectors, qui correspondent en fait à aller sélectionner les états routes de notre store. Puis les selectors un peu plus classiques qui vont nous permettre d'aller sélectionner les états contenus dans les features selectors. Ouais. Du coup, create feature selector et create selector, c'est pas des méthodes qu'on a implémentées, c'est des choses qui viennent de la librairie NGRX Store. Ouais. Et en fait, là, les selectors, ça répond un peu à une problématique qu'on avait avec notre service Stateful, où on avait tout à plat. On aurait pu très bien l'organiser. Hein. Mais là, en fait, ça nous permet de hiérarchiser un peu notre store et de mieux l'organiser. Et pourquoi il y a ces selectors? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on va utiliser ces selectors, on va récupérer les états sous forme d'observables. Donc si vous récupérez, on va dire, si vous sélectionnez beaucoup trop de données, à chaque fois que vous allez modifier un état, en fait, vous avez un événement va être émis. Et en fait, si vous sélectionnez trop de données par rapport à votre selector, vous allez recevoir peut-être trop d'événements par rapport à ce que vous voulez. On va le voir de toute façon sur le composant. Ouais. Merci. Alors, dans le composant, comment ça se passe? Comment on récupère nos états? Alors du coup, on va déjà injecter le service store qui vient de NGRX Store. Et à vis.series, on va toujours affecter un observable. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire vis.store.select, on va sélectionner une partie de notre store. Et ce que ça attend en paramètre, c'est un selector. Donc là, je lui dis, je sélectionne la partie select series. Et select series, ce que je sélectionnais, c'était juste la partie series de série future. Donc là, on va observer cette partie-là du store. Ensuite, je vais faire un dispatch. Donc je vais dispatcher une action à mon store. Ce dispatch, c'est le get 5 series. En fait, on voit que le get 5 series dans le reducer, ce qu'il fait, c'est qu'il met à jour la variable series. Et quand c'est mis à jour, donc toujours le parallèle, on en est fier du service Stateful, toujours le parallèle avec ça. J'ai été trop vite. Et quand mon store est mis à jour, j'ai mon vis.series qui reçoit un nouvel événement et qui va afficher ça dans le template. Donc on va vous faire une démo. Qui marche cette fois-ci. J'espère. En fait, ça va être assez simple. Donc là, on a notre application. Donc là, on utilise un DevTool. C'est quelque chose qui est utilisé pour React de toute façon, mais qui est plutôt pratique parce que pouvoir nous permettre d'analyser en fait toutes les actions qui passent et pouvoir les rejouer. Donc là, je viens d'initialiser l'application. Qu'est-ce qui vient de se passer? On a une action qui a été réalisée, c'est get5series. Donc c'est l'action qu'on a déclarée tout à l'heure. Ouais. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dedans, donc là on peut avoir un diff de cette action. Et dans le diff, bon là il est relativement simple parce qu'on est parti d'un tableau vide et on a mis toutes les séries dedans. Donc ça c'est ce qu'il y a dans notre store en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réaliser une recherche pour montrer ce qui se passe. Donc parce qu'on ne l'a pas montré dans le code. Ouais. Voilà, là on vient sur une recherche. On a une action qui a été faite qui s'appelle update5search. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette action? Voilà, on a mis à jour l'état search et on a supprimé des séries qui étaient certainement pas compatibles à la recherche. À la recherche. Ok, bon, mais très bien. Oh. Il a quitté les slides. Ctrl-Shift, je connais ça. Bourde sur bourde. Non. Donc ça c'est la manière synchrone, démo, très bien. Voilà. Donc maintenant on va faire des choses sérieuses, de manière asynchrone. Du coup, alors pourquoi on n'a pas fait de la manière asynchrone du premier coup? Parce qu'en fait dans un reducer c'est une fonction pure. Et dans une fonction pure, si je dis pas de bêtises, on ne peut pas vraiment faire de traitement asynchrone. Parce qu'on peut avoir un effet de bord. Du coup, avec des traitements asynchrones, on va avoir des effets de bord, mais ce qui est magique, c'est qu'on va faire des effets de bord contrôlés grâce à NGRX Effect, donc qui est une autre partie de la librairie NGRX. Alors, on va avoir cette fois-ci deux actions. Donc, on va renommer 5 séries en A5 séries. Ok, très bien. Et on va avoir une nouvelle action qui va être receive série. Receive série va avoir un type, donc son identifiant, mais on va aussi déclarer un payload. En fait, receive série, cette action, on va l'exécuter une fois qu'on a fait notre traitement asynchrone
le serveur nous a renvoyé des données et on va prendre ces données et les mettre en payload de cette action pour que le store puisse se mettre à jour. Nos fameux effets contrôlés. Comment ça fonctionne? Effet de bord contrôlé. Juste, le gros avantage de ça déjà, c'est qu'on peut le mettre dans un... On a la petite annotation injectable, donc on peut le mettre dans un service Angular. On est dans l'environnement Angular, du coup on peut profiter de l'injection de dépendance Angular, et là on voit qu'on réutilise un de nos services, service. Donc on injecte ça, et on injecte aussi le service action de NGX Effect. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va hooker une action. Donc là, on a la notation effect, une propriété fetch all, et on va lui dire, quand j'ai une action de type get A5 série, alors tu vas exécuter un effet de bord, que je contrôle évidemment. Du coup, dans cet effet de bord, on va faire quoi? On va faire notre traitement asynchrone, donc le load série va faire un appel à l'API, et une fois que c'est fait, on va ici récupérer les données de notre appel à l'API, on va exécuter receive série, et on va lui passer en payload les données qu'on reçoit. Côté reducer, c'est la même chose qu'auparavant, sauf que on ne traite pas la même action, donc c'est receive série. Et nos séries, cette fois-ci, c'est pas une variable en dur, mais c'est le payload de l'action qu'on vient de recevoir dans notre reducer. Celui-ci. Côté composant, du coup, on a la même chose que tout à l'heure. On va sélectionner notre partie series du store. Et là, cette fois-ci, on va faire un get A5 série. Et là, le get A5 série va provoquer notre hook qu'on a déclaré auparavant. Donc, le petit effet de bord contrôlé. Ça va prendre un certain temps, voilà, le temps que le serveur réponde, etc. Ça va renvoyer une nouvelle action qui va mettre à jour le store. Et du coup, cet observable-là va être réexploité. On va recevoir un nouvel événement, donc vis.series va recevoir des nouvelles données qui vont s'afficher dans le template. Allez, démo. Tu switches, je pense que je vais faire garer. Comment? Tu peux switcher de manche. J'ai pas envie de toucher. T'as pas vu de... J'ai pas envie de toucher ton truc. Non, il faut que tu changes de branche en fait. Ah oui, c'est vrai, exact. J'ai la galère que c'était sur le truc. Okay. Hein? Ça recharge. Ok, c'est bon. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment où je lance mon application front, on a deux actions qui sont réalisées. On a le get A5. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe dedans, il ne se passe rien, mais ce qui est normal, parce que c'est ce qui va déclencher notre effet de bord. Et ensuite, on a l'effet de bord qui va être contrôlé d'ailleurs, qui va être exécuté, et qui va exécuter une deuxième action qui est Resave Series, et cette fois-ci avec les résultats qu'on a depuis l'API publique. Et donc là, on va compléter notre store avec toutes ces séries. Ouais. Sachant que dans le get A5, on ne met pas à jour le store, mais on aurait pu très bien avoir une propriété fetching qui est passée à true, et quand elle est passée à true, on a un petit loader, le temps que le serveur réponde, et après on la repasse à flow. Maintenant, on va juste montrer ce qui se passe avec la recherche. En fait, hop, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on a mis à jour la recherche. Donc là, on aurait pu mettre d'ailleurs le champ recherche à jour aussi, mais on ne l'a pas fait, ouais. C'est pas très grave. L'action va donc trigger une action et l'effet va être exécuté et rebelote, en fait, on va compléter nos séries avec ce qu'on a envoyé. Ouais. Peut-être on a le temps de montrer la rejouabilité des actions. Ouais, mais ici, ça va être, on va dû faire sur l'autre. Je suis en plein écran. Alors l'avantage de Redux, en fait, c'est que c'est prédictible. Du coup, on peut rejouer des actions. On a un petit slider là, en fait. Et imaginons, on a envie de débugger. Je retourne deux actions en arrière. Alors, où je suis Tac. Et là, normalement, tu récupères les 10 séries. Donc là, je suis là. Une première action. Tac. Voilà. Bon, là, il y a un petit bug. A priori, on a oublié de mettre la recherche à jour. Ouais, la recherche n'est pas à jour. Mais en tout cas, on voit que quand on va en avant, en arrière, notre état évolue. Et on peut rejouer des actions qu'on avait fait auparavant dans notre application. C'est pareil, on peut avoir une autre vision du store, il me semble. Enfin, bon, l'outil est assez complet et permet de débugger facilement l'application. Voilà. Ce qui est vraiment un avantage. On a un chart avec notre store, etc.
C'est vrai que maintenant, nous, on a du mal à s'en passer. C'est pas mal foutu. C'est toi qui l'as. C'est pas grave, vas-y, fini. Alors, du coup, un petit retour d'expérience suite à ça. T'aimes bien? Alors, les plus. Bah déjà, c'est qu'on a une gestion des états cadrés. Au départ, on partait un peu à poil. Et là, on a quelque chose d'assez carré, hein. Enfin, on a un store qui est bien organisé. Moi, je trouve ça plutôt bien. Après, ça aura ses défauts derrière. On a les sélecteurs qui sont vraiment une feature super intéressante. Donc voilà, c'est plutôt cool. Un autre avantage, c'est les observables partout. En fait, NGRX utilise observable, Angular utilise observable. En fait, on utilise observable partout. Quand on maîtrise l'API, c'est vraiment agréable à manier, quoi. Ouais, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant, on n'utilisait pas les observables. Et maintenant, on se dit, mais comment on va faire sans? Parce que on avait fait des comportements super poussés avec, et sans les observables, ça aurait été la galère. Testabilité, bon, c'est un peu le terme bateau, ça. Pourquoi c'est plus testable? Parce qu'avec les réduceurs, on a des fonctions pures, donc forcément, on peut mieux tester ce qui arrive en sortie. C'est plus simple. C'est plus simple, ouais. On a moins de risques d'effet de bord aussi. Puis enfin, le DevTool qui est vraiment pratique pour débugger votre application. Comme vous avez pu voir, on peut revenir, retourner en arrière, rejouer des actions. Quand vous avez un bug qui est un peu tricky, bah, ça reste très pratique d'avoir ce genre d'outil, quoi. Ouais, alors cet outil-là, il est utilisé avec Angular, mais de base, il vient de l'environnement React. Donc c'est-à-dire que l'équipe de NGRX l'a réadapté pour l'implémenter dans une application Angular. Les moins. Alors déjà, première solution, premier problème, c'est ok, notre store est cadré, mais c'est rangé, mais on ne sait pas comment ranger. On ne sait pas comment organiser notre store. Parce qu'on peut très bien avoir deux features qui utilisent tous les deux séries, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de ça, je vais être obligé de refaire un appel à mon API et de remettre à jour mon store. Donc là, là-dessus, si vous avez des retours d'expérience, ça nous intéresse. On avait une première idée où on a une première partie du store qui, on va l'appeler API, donc qui récupère tous les états qui peuvent être stockés côté serveur. Et une deuxième partie du store, plutôt interface utilisateur, où là, on a vraiment les états pour nos composants. Le deuxième avantage, c'est que c'est ultra verbeux. Comme vous avez pu le voir, ça demande d'instancier beaucoup de choses, des actions, des réduceurs, des selectors, donc c'est quand même verbeux. Si vous avez une petite application comme nous on a fait, en fait le framework maison n'était pas si mal que ça, parce que c'était plus rapide à faire. Là c'est juste parce que c'était pour l'exemple, mais concrètement, juste pour afficher des séries et une recherche, c'est overkill parce que c'est un peu overkill. C'est très verbeux, quoi. Par contre, je pense que ça a vraiment son utilité sur des applications qui peuvent commencer à être assez denses. Ouais. Et le plus gros point noir, gestion des états d'un formulaire. Ouais. C'est un peu con parce qu'on fait beaucoup d'informatique de gestion, donc on fait beaucoup de formulaires. Et nous, ce qu'on aurait bien aimé faire, c'est pas seulement mettre les états de la valeur d'un input dans le store, mais mettre si mon input était valide, pas valide, touched, pas touched, dirty, etc. Et ça, on pouvait le faire à la main, mais c'était hyper compliqué à implémenter. Il n'y a pas de solution existante dans NGRX. On sait qu'il y a un mec de son côté qui a développé un truc justement NGRX-form, mais c'est pas NGRX/forms, pour stocker l'intégralité des états d'un formulaire dans le store. Donc voilà. On vous a mis le code source de l'appli. Pareil, on veut bien un retour d'expérience. On l'avait fait une première fois en live coding celui-là et on n'était pas super satisfait. Là on a décidé de tout foutre sur les slides avec des jolis carrés rouges. Vous direz ce que vous en pensez. Et le lien vers NGRX. Alors juste pour info, au niveau du code source, c'est juste pour expliquer, on a fait plusieurs branches en fait, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, ce qui vous permet en fait de voir toutes les étapes de notre développement en fait. Ouais. C'est-à-dire de commencer sur des services dans les états dans les composants, ensuite dans les services, puis ensuite utiliser NGRX. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Question. C'est pas vraiment une question, c'est un retour. Ouais. Parce que je l'ai utilisé, et je l'utilise en ce moment Redux, mais alors pas sur Angular, mais sur React. D'accord. Et en fait, pour la gestion, la séparation entre l'état qu'on affiche à l'utilisateur et le store, cette abstraction de la
Ouais. Je ne sais pas s'il y a ça en Angular, mais en React, j'utilise surtout les states d'un composant. En fait, un composant, il a un state qui est différent du store. D'accord. Et du coup, ce qu'on fait avec nos collègues, c'est qu'on utilise vraiment le store comme si c'était la retour d'API, l'abstraction d'API, et on fait muter en fait le state du formulaire, par exemple. D'accord. Sur chaque champ, on pourrait mettre un isDirty Ouais. Ok. et le gérer, en fait, comparer, dire est-ce que le champ il est dirty si ce qu'on reçoit, ce qu'on a dans le store est différent de ce Ouais, qu'on d'accord. affiche, D'accord. ce qu'on a dans le state. Ouais, Ok. effectivement, bah, c'est le genre de truc qu'on peut pas faire avec les formulaires actuellement. Enfin, si on Ouais. pourrait le faire, mais. Je sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ça dans Angular, mais en React, c'est un ensemble de D'accord. façons de faire. Hmm. Mais après, on n'était pas sûr à 100% de savoir si le store devait être vraiment une abstraction totale de l'API par rapport au. Exactement. On a beaucoup de discussions par rapport à ça. Ouais. C'est pareil, enfin, nous on se posait énormément de questions. Mais du coup, merci pour ton retour. C'est cool. Ouais. Question là-bas. Bonjour, merci pour la conférence. Moi j'ai une question pour les tests. Tout à l'heure vous avez dit que c'était très simple de tester Redux. Ouais. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai que Redux est très simple à tester en lui-même. Par contre, le pattern observable que vous mettez par-dessus, est-ce que vous le testez aussi? Ouais. En fait, si tu veux, tous les observables sont moqués. Du coup, oui, on teste toujours nos observables comme on testait auparavant des promesses. Du coup, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails techniques sur comment vous faites pour tester un observable du coup, parce que c'est plus exactement le même. Vous êtes dans un stream finalement, comment vous testez ça? C'est-à-dire que ton subscribe, tu t'attends à ce qu'il te retourne un truc. En fait, on va moquer notre subscribe concrètement. En gros, on moque notre subscribe et on lui dit voilà, on passe ça en entrée, on s'attend à voir ça en sortie, tout simplement. Et j'ai envie de rajouter, même pour les effets, qui sont bien plus compliqués, qui pourraient être bien plus compliqués à tester, NGRX fournit en fait une librairie de testing, enfin fournit des choses pour le testing au niveau des effets. Nous, on l'a utilisé sur notre application et ça marche plutôt bien. Ouais. Oui. Souvent avec Redux, on a immutable. Est-ce que vous avez utilisé des bibliothèques immutables avec ou pas encore? C'est en projet, pas du tout? Ouais, alors si tu veux, là on n'en a pas parlé parce que on s'est beaucoup posé de questions quant aux références de nos états, quand on re-rendre nos composants, comment ça marche vraiment. Et là on a une phase où c'est encore un peu flou pour nous tout ça. Et du coup, immutable, non, on l'a pas utilisé. Après, tu parles d'immutable.js par exemple? Ouais. Immutable.js, j'avais vu des retours où en fait tu es obligé de mettre d'encapsuler tes objets dans de nouveaux types en fait, new map, etc. Et c'est ce qui me gênait un peu de prime abord, c'est de devoir modifier la structure de mon état pour avoir la possibilité de le rendre immutable en fait. Mais tout ce qui est référence qui rentre et qui sort dans nos composants, pour savoir si on re-rend une partie de notre arbre ou pas, là c'est encore un peu flou pour nous, tu vois. On ne sait pas vraiment comment gérer ça. Parce qu'en fait, on n'a pas eu de problème de performance réellement. On n'avait pas beaucoup de données affichées, du coup, on ne s'est pas attardé dessus, en fait, si tu veux. J'ai pas essayé encore. D'accord. Ok. Alors, merci. Merci.